1914-2014. Il y a 100 ans, la Grande Guerre éclate. Elle durera 4 ans et fera 9 400 000 morts. Un siècle plus tard, la mémoire des combattants est toujours célébrée un peu partout en France, en particulier en cette année du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'occasion pour le Journal de la Défense de vous faire revivre les débuts du conflit, harassant et meurtrier pour les soldats des deux camps. Premier conflit majeur du XXe siècle, la Grande Guerre a marqué les esprits et la société française. Pendant l'été 1914, elle fera irruption dans le quotidien de millions de familles. Lors de l'entrée en guerre, l'Europe est partagée en deux grandes alliances. D'un côté, la Triple Entente, avec la France, l'Angleterre, la Russie. De l'autre, la Triplice, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Le 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François-Ferdinand, héritier d'Autriche-Hongrie, met le feu à l'Europe. Ce crime déclenche des réactions en chaîne qui aboutiront à une guerre d'une échelle et d'une intensité sans précédent. Le 1er août 1914, la France mobilise son armée. Durant les 2 premières semaines d'août, 2 900 000 hommes rejoignent leurs casernes. La moitié des hommes mobilisés étaient des jeunes agriculteurs et des ouvriers agricoles. Ils partent pensant que la guerre sera courte et qu'ils seront de retour à la fin de l'été pour les moissons. Alors l'armée française, comme la plupart des grandes armées européennes, c'est une armée bâtie sur la conscription, une armée composée à 90% de conscrits. Donc depuis 1913, les hommes font leur service militaire pendant 2 ans. Au moment où la guerre va être déclenchée, on a affaire essentiellement des Français qui auront entre 20 et 27 ans, une armée jeune. L'armée allemande a le même profil que l'armée française. Elle se compose majoritairement d'appelés et de réservistes recrutés et formés par le service militaire. L'armée britannique engage un corps expéditionnaire moins nombreux, composé de soldats professionnels. À l'été 14, les fantassins français partent au combat vêtus d'une tenue voyante, un pantalon rouge Garance et une capote gris de fer bleuté. Coiffés d'un simple képi qui ne les protège pas des blessures à la tête, ils deviendront une cible parfaite pour leurs ennemis. Les premiers jours de la guerre, l'armée française soutenue par le corps expéditionnaire britannique affronte violemment les troupes allemandes qui progressent rapidement à travers la Belgique et la France. Quelques mois après le début du conflit, la victoire de la bataille de la Marne marque un coup d'arrêt à cette progression. La guerre de mouvement laisse alors la place à la guerre des tranchées. Valeureux et courageux, les fantassins s'enterrent pour une guerre de position qui s'éternisera jusqu'en 1918. Les deux armées vont se trouver face à face. Elles vont s'enterrer à partir de fin novembre jusqu'à la fin de la guerre. Pendant ces 4 années, les soldats français, comme les soldats allemands, vont vivre dans les tranchées. Un système qui va se développer tout au long de cette ligne de front, de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Un système assez complexe, puisqu'on aura plusieurs lignes de tranchées, voire 3 lignes de tranchées qui se font face. Un système qui va progressivement devenir de plus en plus perfectionné, où les conditions de vie pour les tranchées de première ligne elles sont difficiles. Pour les tranchées suivantes, elles s'amélioreront. Ces tranchées mesurent à peu près 1,30 m de largeur pour 2 mètres de profondeur. Progressivement, on va aménager des postes de commandement, des postes d'observation, des lieux où les soldats peuvent se reposer. En dehors des combats, le quotidien des soldats est rythmé au sein des tranchées par une succession de corvées et de temps libre. Après le branle-bas de combat, l'inspection et le déjeuner, les soldats nettoient les latrines, remplissent des sacs de sable, effectuent des travaux sous terre, à l'abri des fusils des tireurs d'élite. Entre les corvées, ils jouent aux cartes, lisent des journaux de tranchées, rédigent des journaux intimes ou écrivent des lettres à leur famille. En 4 ans, 6 à 7 milliards de lettres se sont ainsi échangées entre le front et l'arrière. Mais même dans les moments paisibles, la mort fauche les vies, inexorablement. Dans les tranchées, les soldats découvrent la guerre moderne et industrielle, où l'artillerie et les mitrailleuses causent un réel carnage. À ses débuts, la mitrailleuse est utilisée comme une arme défensive. Au moment de l'assaut, elle tue les fantassins des deux camps. Face à elle,
le fusil et la baïonnette n'ont pas une grande utilité. Engagée massivement, l'artillerie cause rapidement la grande majorité des pertes humaines. À partir du moment où on rentre dans la guerre de tranchées, l'artillerie va surtout effectuer des actions de pilonnage des tranchées adverses. Son rôle va vraiment s'intensifier jusqu'à la fin de l'année 17, où on va avoir des canons de plus en plus importants, avec des obus de plus en plus meurtriers qui vont pilonner les tranchées adverses. La caractéristique principale du canon de 75 mm, c'est le premier canon de l'histoire de l'artillerie à effectuer un tir rapide. Entre chaque tir, on n'a pas besoin de repointer le canon pour tirer à nouveau précisément. Le canon revient automatiquement en place après le tir. Ça permet des cadences de tir extraordinairement élevées pour l'époque. Il peut tirer jusqu'à 15 coups à la minute. A l'inverse, son homologue allemand, le canon de 77 mm, ne peut tirer au maximum que 6 coups par minute. L'artillerie dispose d'observatoires fixes. Les renseignements fournis par les combattants sont complétés par des observations aériennes, effectuées en avion ou avec des ballons captifs. La photographie aérienne est largement employée. Grâce à un réseau téléphonique déployé sur le terrain, ces renseignements permettent de choisir les objectifs et de régler les tirs des batteries. La puissance de frappe de ces canons est terrible. Les obus sont responsables de 75% des pertes des armées de la Grande Guerre. À l'arrière, les femmes participent à l'effort de guerre, notamment en travaillant à leur fabrication. Il y a les obus explosifs, des obus qui sont chargés de mélinite, une substance explosive très puissante. Et ce sont les éclats dégagés par l'explosion qui vont tuer les soldats, ainsi que le souffle de l'explosion. Il y a également les obus à balles ou shrapnel, qui sont garnis de billes de métal. Et ces billes, quand l'obus va exploser, vont être projetées sur un rayon d'action qui diffère selon les calibres. Ils vont infliger des blessures vraiment sérieuses aux soldats qui sont atteints. Au cours du conflit, plus de 4 millions de soldats français sont blessés, dont 60 000 amputés et entre 10 000 et 15 000 gueules cassées. La prolifération de blessés contraint la médecine de guerre à évoluer. Il faut faire face à des lésions sévères par éclat d'obus. De nouvelles règles sont élaborées. Le socle de la médecine d'urgence actuelle naît à cette époque. Un poste de secours avancé soigne rapidement le soldat blessé. En fonction de la gravité de sa blessure, on l'évacue à l'arrière, dans les grandes villes ou à Paris. Conflit extrêmement meurtrier, la Grande Guerre compte 1 400 000 morts côté français, 300 000 rien qu'en 1914. C'est une guerre qui est lourde de conséquences, puisqu'elle a marqué la société française, elle a marqué toutes les familles françaises. Chacun a eu un grand-oncle, un grand-père qui a participé à ces 4 années de bataille. Cent ans après, le souvenir de ce conflit est toujours aussi vif dans les armées et la nation. Fraternité, volonté et sacrifice, ces valeurs que les hommes de 14 ont défendues sont encore perpétuées par nos soldats qui continuent 100 ans après à les porter avec bravoure et professionnalisme. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, dans certaines familles, le souvenir se transmet de génération en génération. Comme pour Olivier Péguy, arrière-petit-fils du célèbre écrivain, tué au cours de la bataille de la Marne. Nous sommes, en tant que descendants, naturellement sensibles à l'hommage rendu à notre aïeul, mais nous pensons aussi à tous les autres soldats qui sont morts à ses côtés. Lui était lieutenant de réserve, mais ce sont des dizaines, des centaines d'hommes qui sont morts et enterrés à ses côtés. Et donc c'est à tous ces hommes auxquels il faut rendre hommage. Et revivre ces moments-là avec les costumes d'époque, c'est une exigence de mémoire à laquelle, évidemment, nous sommes très sensibles. Gauche, 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 droite, gauche.
Les enfants, ça leur permet aussi d'avoir un aperçu, même si je pense qu'on est très loin de la réalité, de la souffrance qu'il y a pu y avoir. Pour tout le monde, des deux côtés, aussi bien côté français, allemand, etc. Pour la plupart d'entre nous, nous avons eu des membres de notre famille qui ont participé au conflit. Donc c'est pour rappeler leur mémoire et aussi pour faire en sorte que les jeunes générations connaissent ce qui s'est passé. Parce que ça fait quand même déjà 100 ans. Je trouve qu'il ne faut pas oublier ce genre de choses. Parce que même si quelqu'un a dit l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Quand on connaît l'histoire, on a moins envie que ça recommence comme ça, c'est fait. Nos grands-parents, ils se sont fait tuer aussi pour notre liberté.